Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'excellentissime jeu Zone Alpha et plus particulièrement à son extension de mode de jeu solo coop, j'ai nommé Contrabande. Donc c'est une partie d'initiation en mode narratif expérimental, allons-nous dire, en compagnie du père Stéphane. Stéphane, si tu nous regardes, je te salue mon ami. J'étais très content de te revoir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Donc c'était l'occasion d'initier l'ami Stéphane à ce jeu post-apocalyptique qui se déroule dans l'univers tchernobylien, si vous me permettez l'expression. On a joué chacun un personnage. Moi j'ai incarné un stalker, Stéphane a incarné un scientifique, c'est plutôt l'inverse, ça y est, je commence à dire des conneries. Stéphane a incarné un stalker, et moi j'ai incarné un scientifique, puisque c'est ce que propose, entre autres, le mode de jeu Contrabande, quand vous incarnez une équipe. Alors, on pouvait jouer jusqu'à 4 personnages, mais comme c'était une partie d'initiation, on a joué à 2, voilà. À partir de là, la mission était assez simple, c'était la première mission de ce livret d'extension. Il fallait juste aller débusquer 2 anomalies sur la zone et donc extraire 2 artefacts pour remplir les objectifs de cette mission et ensuite s'extraire de la zone. Et évidemment, on a rencontré quelques petits hostiles, mais rien de très méchant. Donc je rappelle, c'était une partie d'initiation. Donc franchement, on s'est un peu ennuyé. En fait, on s'est fait un peu chier. Il y a eu quelques coups de feu, un peu timides. Mais voilà, on s'est pas senti en danger. Mais bon, ça, je pense que vous allez le comprendre pendant un rapport de bataille. Oui, alors narratif, parce qu'effectivement, là, il n'y aura pas de caméra nerveuse, de commentaires sur le vif. J'essaye une nouvelle approche, parce que je pense que vous vous êtes rendu compte que depuis un moment, je suis beaucoup moins prolifique que je ne l'étais l'année dernière. Depuis cet été, en fait, le pied s'est levé brusquement sur l'accélérateur, parce que j'ai des impératifs familiaux, professionnels, et je ne fais pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'aimerais jouer davantage, j'aimerais peindre davantage, mais malheureusement, là, je n'arrive pas à dégager le temps nécessaire, donc excusez-moi. Restez fidèles à la chaîne, malgré tout. Restons forts et unis. Et à l'issue de ce petit rapport de bataille, je vous ferai un petit débrief de notre ressenti. Alors là, je m'excuse auprès de Stéphane, on s'était enregistré pendant une bonne quinzaine, vingtaine de minutes. On a échangé, c'était très philosophique, très profond, vous voyez. Puis au final, cette fucking caméra, en fait, m'a encore fait des siennes, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est coupée comme ça, à la moitié du chemin, ce qui fait qu'en fait, on reste sur notre fin. Stéphane voulait dire autre chose, peut-être, on ne sait pas. Est-ce que je voulais conclure? Peut-être pas, on ne sait rien. Ça s'est arrêté. Donc bref, par contre, j'ai gardé en mémoire, dans les grandes lignes, ce qu'on a pu se dire, lui et moi, sur cette extension. Positif, je vous rassure. Mais bon, voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense à l'issue de ce petit rapport de bataille. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. La zone, un espace sauvage isolé de 60 km de diamètre installé autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl après la catastrophe de 1986, est complètement perverti par celle de 2006. Aujourd'hui, le chercheur scientifique Pavel Yurchenko, mandaté par l'Institut, doit franchir la barrière de la zone en compagnie d'un autre stalker, Alexis Grishak dit Oslo. Ce dernier lui servira de guide et éventuellement de garde du corps en cas de rencontre avec des hostiles. La mission, de type acquisition, consiste à interagir avec au moins 2 anomalies et mettre la main sur des artefacts. Ces objets étranges, très convoités, transformés par la zone et disposant ainsi de propriétés uniques. 3 anomalies ont été repérées dans le secteur où ils doivent agir. Il s'avère que Pavel est un spécialiste des anomalies. De plus, il dispose du matériel adéquat pour détecter et extraire ce qu'il faut dans les meilleures conditions. La météo s'annonce idéale avec un ciel clair et dégagé, ce qui est une chance quand on sait que cette dernière peut subitement changer et apporter des complications. Néanmoins, si la mission apparaît des plus simples, à leur arrivée sur place, nos 2 aventuriers constatent qu'ils ne sont pas seuls. En effet, 3 vermines occupent le centre de leur zone de recherche. Il est clair que ces aberrations génétiques chercheront à les attaquer sitôt qu'elles détecteront leur présence. Alexis décide d'agir en premier. Il se déplace et gagne un emplacement pour gagner un couvert et obtenir par la même occasion une bonne ligne de tir bien dégagée en direction de la vermine. Une fois ceci fait, il décide de tirer 2 fois avec son AK-74.
Le premier tir lui permet d'abattre une cible et malgré le stress serré, il parvient avec son second tir à abattre une seconde cible. Alexis en profite alors pour retrouver son calme. De son côté, Pavel en profite pour se déplacer en direction de la première anomalie et une fois en contact avec celle-ci, il décide d'interagir avec elle en espérant ne pas la déclencher. Grâce à ses compétences techniques et à son sang-froid, Pavel évite le danger et réussit à extraire un premier artefact. Il s'avère qu'il s'agit de ce que l'on appelle une éponge. Cet artefact permet d'ignorer les effets néfastes des vapeurs et des fumées. La contrepartie, c'est qu'il agit de façon négative sur la santé de son porteur. Pavel décide alors de le ranger dans sa besace. La dernière vermine en vie finit par réagir à l'attaque et effectue un premier déplacement en quête de son agresseur. Elle repère alors notre scientifique et se rue dans sa direction jusqu'à entrer en contact avec lui, bien décidée à le mordre et à le déchiqueter avec ses griffes acérées. Alors que Pavel se retrouve en très mauvaise posture, Alexis reçoit une transmission radio qui annonce l'arrivée imminente sur la zone de vermines en fuite. Qu'est-ce qu'elles fuient? On n'en sait rien, mais une chose est sûre, c'est qu'elles arrivent. Au même instant, Pavel tire à bout portant avec son pistolet Grach MP443 sur la vermine écumante qui lui porte au même moment un coup de griffe. La vermine s'écroule au sol, morte, tandis que Pavel s'en sort indemne par miracle. Sous l'effet de l'adrénaline, ne revenant pas qu'il est toujours vivant, notre scientifique se précipite à toute vitesse en direction de la seconde anomalie. De son côté, Alexis quitte son couvert et se précipite en direction de la Jeep russe abandonnée de marque UAZ 469. Arrivé à son niveau, il se met de nouveau à couvert en direction de la menace annoncée. Pavel et Alexis finissent par entendre au loin les vermines annoncées par la radio. Elles se dirigent bien dans leur direction. S'ils le peuvent, ils tâcheront d'éviter leur contact. Au même instant, un autre événement inattendu se produit. Par un curieux phénomène inexpliqué, toutes les anomalies présentes sur la zone se déplacent de manière aléatoire. Pavel, qui était en contact avec l'une d'elles, voit cette dernière s'éloigner de lui instantanément. Juste après cela, il voit des oiseaux et un petit rongeur se faire projeter à bonne distance de l'anomalie. Il reconnaît tout de suite l'effet déclenché. Il s'agit d'un effet de force. Si lui ou Alexis avaient été en contact avec cette dernière, ils auraient été projetés en arrière et peut-être ils auraient même été blessés. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Alexis ne peut s'empêcher de fouiller le véhicule. Après tout, il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'utile ou d'intéressant. Au moment où il ouvre la porte de la Jeep, son compteur Gégère grimpe en flèche et Alexis sent que son endurance a été quelque peu altérée, mais rien de dramatique dans l'immédiat. Il finit par fouiller et par mettre la main sur un gilet tactique abandonné certainement par son dernier occupant. Il décide ensuite de faire mouvement pour se rapprocher du scientifique. Pavel rejoint la seconde anomalie et après avoir pris toutes les précautions d'usage, il décide d'interagir avec elle. Là encore, son expérience et son savoir-faire lui permet d'éviter le danger potentiel qui aurait pu être déclenché. Pavel récupère ainsi un bracelet à usage unique qui lui permet d'ignorer la prochaine blessure. Bonne pioche. Le scientifique décide ensuite de se replier en direction d'Alexis, qui est resté sur le chemin, dans la crainte où la vermine finirait par arriver en contact de ce dernier. Pavel pourrait ainsi lui apporter son aide si besoin. En effet, quelques secondes après s'être positionné non loin du stalker, la vermine finit par arriver à toute allure sur eux. Par chance, les hostiles sont encore à bonne distance de sécurité pour permettre à Alexis de se replier sans être obligé d'engager le combat avec eux. Les objectifs de la mission sont remplis. Pavel et Alexis décident de se replier de la zone et décident de s'extraire en prenant la direction opposée vers laquelle la vermine cherche à se rendre. Alexis ouvre la route pour le scientifique, mais ce dernier décide tout de même, avant de quitter la zone, de fouiller un dernier point d'intérêt. Parmi des bûches, il semble avoir repéré quelque chose digne d'intérêt. Sans danger aucun, il découvre le corps d'un malheureux et en fouillant ses poches, il met la main sur une boisson e-juice, un mélange de vodka et de méthamphétamine.
Mélange qui pourrait à l'occasion le booster, mais avec une contrepartie beaucoup moins agréable par la suite. Avant de s'extraire, sains et saufs, de la zone, nos aventuriers entendent au loin les hurlements de la horde de vermine. Et voilà mes amis, ainsi s'achève ce premier rapport de bataille de type narratif. Donc voilà, c'était une expérimentation, une fois de plus, hein, je le répète, lâchez dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce mode de rapport de bataille vous convient, ou si vous préférez quelque chose de plus, on va dire, de plus instantané, de plus naturel. Parce que le mode narratif, évidemment, bah, ça implique, hein, voilà, raconter une histoire en fait, hein, donc c'est plaisant, enfin, ça peut être plaisant. Moi j'aime bien regarder ce genre de type de rapport de bataille, surtout quand ils sont très bien faits. Il y en a qui font ça très très bien, ça leur prend énormément de temps en montage, et ça je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est plaisant, vous êtes en train de peindre ou de faire de l'assemblage, puis bon, voilà, c'est comme un podcast en fait. Hein. Vous écoutez, en même temps, bah, vous pouvez regarder, sans vraiment perdre grand chose. Bon, bref, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors concernant ce premier rapport de bataille, hein, en compagnie de l'ami Stéphane, donc il s'agissait de la mission acquisition. Alors il y a plein de petites missions, reconnaissance, recovery, sécuriser, transit, terminate, enfin bon bref. 5 missions, non, il y en a plus que ça, il y en a 6 en fait. Donc c'est 6 missions en fait que vous pouvez relier entre elles. D'ailleurs, Patrick Todorov, l'auteur, vous invite à le faire. Et si quelque chose ne vous plaît pas ou si vous voulez le modifier, il vous invite franchement à le faire. C'est comme une boîte à outils en fait. Hein. Même le livre de règles de base, Alpha, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, il le dit, changez-le, modifiez-le. Donc c'est vrai que ça se prête on va dire, à scénariser davantage vos aventures, hein, un peu comme, c'est la grosse tendance maintenant, on va dire Rangers of Shadow Deep. Hein. Bon, Rangers of Shadow Deep, on vous propose des scénarios quand même bien velus, hein, bien préparés. Là, il y a une base, mais qui demande à être exploitée après tout. Donc, voilà. Et après, cette extension propose aussi une mini-campagne, Zona Ravens. Donc là où ce sont vraiment 5 missions qui sont liées entre elles, puisqu'il explique bien dans cette extension que le mieux, c'est de jouer avec une équipe jusqu'à 4 personnages. Après, vous pouvez combiner hein, entre stalker, scientifique, voilà, un scientifique, 3 stalkers, 2 stalkers, 2 scientifiques, etc. Et sur des expéditions limitées à 5 missions qui sont reliées entre elles avec une trame narrative. Donc voilà, ça c'est ce qu'il propose, et je pense que ouais, son approche est très intéressante. Alors pour cette première mission, on va dire, découverte, d'initiation, bon, comme l'a dit le père Stéphane, on ne s'est pas du tout senti en danger à un moment donné ou un autre durant cette expédition. Et évidemment, il y a eu quelques, on va dire, apparitions d'hostiles. Hein. Déjà d'emblée, dès qu'on arrivait dans la zone, il y avait bien la présence de 3 vermines. Je remercie d'ailleurs Weird de Miniature hein, de nous avoir prêté donc leur vermine. Donc pour ceux qui connaissent le jeu Malifaux, ils vont tout de suite voir qu'est-ce qu'on a utilisé comme proxy. Donc bref, et les vermines en fait c'est pas les plus belliqueux, hein, c'est pas les plus dangereux. Il y a eu un petit corps à corps, mais il s'est vite achevé. Bon, j'ai eu un gros coup de bol au dé quand même. Parce que bon, mon scientifique, il n'a pas une grosse protection non plus, et puis bon, c'est pas un maître de guerre, à l'inverse du stalker, hein, qui lui est plus spécialisé dans le combat rapproché et à distance. Voilà, je l'ai éliminé assez facilement, il m'a fait plus de peur que de mal, et puis souvent les mutants, les hostiles qu'on rencontre dans la zone, on peut d'armes à distance, non, pas du tout. Alors j'ai dit on peut, puisque là encore, dans cette extension, il vous propose un petit chapitre pour créer vos propres hostiles. Et à un moment, enfin, moi je vois, il y a un gros clin d'œil là-dessus, c'est le jet d'acide, quoi. Vous voyez, donc ça se rappelle un peu Alien. Donc vous pouvez très bien créer votre mutant qui va pouvoir, à une certaine distance, ouais, cracher un venin toxique ou ce que vous voulez, acide sur un stalker qui se sera malheureusement trop approché. Bon, donc là, c'était pas le cas. Il faut savoir que dans les hostiles que vous pouvez rencontrer, donc il y a les mutants évidemment, alors des mutants qui peuvent se déplacer très rapidement, hein, voilà, qui vont être rapidement sur vous, et vous pouvez aussi rencontrer d'autres stalkers et des militaires, des bandits. Et là par contre, comme on disait avec Stéphane, ça serait pas du tout la même paire de manches, parce que là les mecs en face, ils ont des protections,
et ils ont des armes à feu. Et les armes à feu sont carrément létales. Si en plus certains sont équipés d'armes lourdes, là, attention, le firepower, la puissance de feu, va pas être la même. C'est pas 3D qui va lancer, c'est peut-être 6D en face. Donc vous avez tout intérêt de vous mettre à couvert, ou de garder vos distances, ou de tendre des embuscades, voire d'éviter le conflit. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'en fait, à un certain moment, vous piochez. Lorsqu'on on est rentré, Stéphane et moi, on a décidé un petit peu pour voir un peu, pour se lancer un peu plus de défis, parce que sans problème, on a réussi à récupérer justement les artefacts dont on avait besoin. On devait traiter 2 anomalies dans ce scénario. Ça a été fait très rapidement et sans problème. Et après, on s'est dit, tiens, Stéphane a voulu gérer un point d'intérêt, et moi j'en ai géré un autre sur la fin. Bon, en fait, ça a été de la bonne pioche, quoi. Stéphane a mis la main sur un gilet tactique. Bon, il a subi un effet de radiation, mais bon, voilà, il n'a pas perdu grand-chose. Et moi, j'ai même pas eu, en fait, de challenge, puisque la carte que j'ai piochée, donc c'est un deck de cartes incident qu'ils appellent, hein, et ça, c'est propre au point d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec les anomalies. En fait, ouais, là, je suis peut-être en train de partir dans tous les sens. Je vais recentrer un peu le truc. C'est qu'en fait, quand vous traitez les anomalies, ça ne se génère pas de la même manière qu'un point d'intérêt. Vous allez devoir faire les mêmes actions, c'est-à-dire contacter, donc socle à socle, soit l'anomalie, soit le point d'intérêt. Ensuite, vous allez donc déclencher une réaction. Et donc, quand c'est un point d'intérêt, vous piochez une carte d'un deck. Vous piochez évidemment de manière aléatoire la carte d'un deck qu'on appelle le deck d'incident. Et là, là, vous pouvez tomber sur des plantes mutantes, du gaz, des saloperies. Et entre autres, on peut aussi tomber sur de très bonnes choses sans qu'il y ait le moindre problème. Et par contre, quand vous traitez une anomalie, l'anomalie, elle, va peut-être réagir justement. Et donc là, vous faites un jet de dés, qui est calqué sur votre volonté, le will. Et là, en fait, si vous échouez, l'anomalie va se déclencher, et là, ça peut être un effet très désagréable. C'est-à-dire électricité, saut spatio-temporel, choc, ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que mon scientifique, j'avais pris un scientifique, et ça, Patrick Todorov le dit, en fonction de la mission que vous allez jouer, montez votre équipe en conséquence. Oui, c'est pas plus con de le faire comme ça. Donc moi j'avais pris un scientifique qui était quand même calé sur les anomalies. Et en plus j'avais un détecteur qui me permettait de gagner du bonus. Donc il fallait que je fasse un échec critique pour foirer justement ma réaction par rapport à l'anomalie. Donc ce qui fait que les anomalies ne sont pas déclenchées. Donc il ne me restait plus que la 3e action à faire, c'est-à-dire interagir. Donc interagir qu'on peut faire également avec le point d'intérêt après la réaction. Donc vous voyez, ça se traite de la même manière, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà. Les anomalies, normalement, doivent être plus dangereuses. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, on va dire, traiter les hostiles, là, sur ce scénario, ça n'a pas été méchant. Les anomalies, ça a été un peu fingers in the nose. Alors, il restait quoi? On va dire les événements. Les événements qui se déclenchent, qui peuvent se déclencher à chaque tour. Et vous voyez, en fait, plus il y a 2 tours de jeu, plus cette chance que des événements aléatoires se déclenchent arrive. Et ça a été le cas. Je crois qu'il y a eu un tour où on n'a pas eu un seul événement qui se soit déclenché, sinon à chaque fois on a eu des événements qui sont déclenchés. Premier tour il n'y a rien eu, c'est normal. C'est à partir du 2e tour du jeu qu'on commence à voir si des événements dans la zone se déclenchent de manière aléatoire. Et là, on en a eu quand même, on a fait 5 tours je crois, on en a eu 3. Et ce qui était drôle, c'est de voir les anomalies se déplacer. Ça, c'était vraiment sympa. C'est vraiment un effet de jeu sympa qui rejoint vraiment l'univers Stalker du jeu vidéo. Alors justement, moi personnellement, effectivement, comme je le disais, j'ai joué au jeu PC, Stalker, Shadow of Chernobyl, et après l'extension Call of Pripyat. C'était sur Steam à l'époque. Et j'ai lu les romans Metro 2033, etc., qui sont très bien d'ailleurs, qui sont vraiment très proches. Et donc, voilà, pour moi, Patrick Todorov, et je l'ai déjà dit, a réussi l'exercice de style de transférer cet univers-là dans l'univers ludique du jeu de figurines. Stéphane, lui, a fait beaucoup plus de rapprochements de parallèles avec le jeu Fallout. Parce que lui, il a le jeu de, vous savez, de Modifus, donc le jeu de plateau, enfin un jeu de figurines, c'est un jeu de figurines, mais présenté sur une boîte de jeu. Donc il a eu l'occasion de le tester, et donc il me disait qu'il y avait beaucoup de liens.
Alors lui, par contre, ce qu'il a apprécié, Stéphane, effectivement, c'était l'univers tchernobylien. C'est-à-dire, ouais, on est, comme il disait, on est dans une forêt, on sent le froid, voilà, l'ambiance y est, quoi. Il trouve que l'ambiance est très sympa. Maintenant, comme il dit, et je suis d'accord avec lui, il faut jouer davantage dans le jeu, l'explorer davantage, rentrer vraiment dans le mode campagne, donc avec les difficultés que cela peut amener, entraîner. Parce que je rappelle que dans ce mode de jeu-là, vous vivez sur la zone. C'est-à-dire que quand vous allez commencer une expédition de 5 missions liées entre elles, vous allez commencer avec un matériel de départ. Eau, pile au lithium, munitions. Mais au fur et à mesure que vous allez évoluer entre chaque mission, vous n'allez pas renouveler systématiquement votre équipement, votre inventaire. Donc ça va vous obliger à aller prendre des risques. Donc on est toujours dans ce rapport risque, dilemme, risque, récompense, pour pouvoir continuer à mener à bien votre mission. Parce que si vous commencez à manquer de batterie pour alimenter vos équipements, vos appareils, comme on va dire les lunettes à vision nocturne, donc vous allez perdre des avantages tactiques, techniques. Pareil, lorsque vous n'aurez plus assez d'eau, vous allez vous déshydrater, la nourriture, vous allez vous affaiblir, et ça va avoir des conséquences d'une partie sur une autre, sur votre capacité d'agir. Donc ça va vous obliger à traiter les points d'intérêt. Parce qu'en fonction des missions, vous voyez là, traiter les anomalies, pourquoi j'irais m'emmerder à traiter justement des points d'intérêt? C'est prendre des risques supplémentaires. Mais là, sur une mission d'initiation, oui, bon, c'est bonus, c'est vous le faites. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, si vous lancez dans une expédition avec des copains ou en mode solo, là, vous allez vite vous rendre compte que vous allez certainement devoir prendre des risques, justement. Donc voilà, pour vivre sur le terrain, quoi. Aller trouver ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire dans les grandes lignes. Stéphane, dans les commentaires, tu lâcheras si j'ai oublié de dire quelque chose. Donc mécanique de jeu très simple, hein. On n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Donc là, le jeu, enfin voilà, il demande à être développé, exploité pour vraiment avoir le côté fun. Voilà. Si vous faites juste les missions individuelles, vous allez vous balader, voilà, c'est fun, mais bon, c'est bien comme technique d'apprentissage pour initier quelqu'un à ce jeu de figurines, parce que ça reste très simple, et puis également pour, on va dire, à bien apprendre à jouer les mécaniques du jeu. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations que j'envoie, j'ai 5 sujets de conversation à la minute, j'arrive même à me fatiguer au final pour vous dire. Lâchez dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher le j'aime pour me récompenser du travail que je fournis. À partager si le cœur vous en dit pour faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Je vous souhaite bon jeu. J'espère que vous aurez plus de chance que moi pour l'instant, actuellement, pour pouvoir faire autant de parties que vous le souhaitez, surtout de la peinture. Et voilà, et je vous dis franchement à très bientôt, j'espère, pour vous proposer de nouvelles aventures ludiques dans le monde du jeu de la figurine, dans l'univers des figurinistes. Enfin bon, bref. Ciao, bisous, bisous, à la prochaine.